Très heureux de vous retrouver ce mercredi 24 mai 2023 sur le plateau de FHP Direct ici à Sontexpo. Alors Sontexpo nous reçoit Frédéric Valletoux, mais le député Frédéric Valletoux, plus le président de la Fédération. Ah ben non, c'est fini ça, c'est une histoire ancienne. Vous ne regrettez Voilà, pas? c'est un autre maire qui a pris la suite. Vous ne regrettez pas? Oh, oui, parce que c'était une belle aventure et que j'ai bien travaillé avec toutes les équipes de la FHF et au contact de tous les partenaires de l'écosystème santé pendant des années. Mais il faut passer la main, il faut faire autre chose. Et puis moi, je suis resté 11 ans, donc je n'ai pas été en mal de présidence de la fédération. Alors vous êtes député de Seine-et-Marne, de la très jolie ville de Fontainebleau. Voilà, fidèle à Fontainebleau. D'accord, vous étiez déjà connu dans le monde hospitalier, évidemment, puisque vous étiez le président de la Fédération hospitalière de France. Pour autant, maintenant, vous êtes devenu également très célèbre chez les médecins. Parce que vous êtes ça fait un moment que je travaille ma célébrité chez les médecins. Et ma célébrité ou ma cote de popularité, vous pourrez le dire comme vous voulez. Parce que vous êtes le porteur. Il faut d'ailleurs porter une loi, une PPL, ça vous donne un petit peu de visibilité et de gloire pour un parlementaire. Nous venons de recevoir Stéphanie Rist. Et après Stéphanie Rist, on passe à Frédéric Valletoux. Alors la PPL Valletoux, ça risque également de bouger fort dans le milieu. Pour quelle raison? Alors, qu'est-ce que vous visez dans cette PPL? Ce texte vise à essayer d'accélérer la territorialisation du système de santé, c'est-à-dire cette idée qu'en partant des territoires et en faisant confiance sur la capacité à agir, à innover des acteurs de terrain, on doit pouvoir faire bouger des lignes peut-être plus facilement qu'en le décrétant depuis Paris dans des directives, en passant par les ARS, en passant par une loi cadre qui je ne sais pas quoi, etc. C'est-à-dire en fait un peu libérer la capacité à s'adapter et agir. Donc concrètement, eh bien, on organise la démocratie sanitaire en proximité à travers des territoires en santé qui seront le lieu un peu l'agora de l'ensemble des parties prenantes du système de santé qui au niveau territorial auront à fixer des projets, auront à décliner des impératifs que la nation attend de son système de santé et à les organiser comme la permanence des soins, comme le virage vers la prévention, comme le décloisonnement des différents acteurs, comme la juste répartition des forces médicales dans les territoires. Et donc toutes ces questions de fond, on y répondra territoire par territoire en ayant la possibilité pour les agences régionales de santé, si les acteurs, ensemble, n'arrivent pas à trouver les solutions, de pouvoir agir sur des leviers plus incitatifs, mais qui permettront de déclencher. Voilà. Le vrai problème pour les médecins, c'est la permanence des soins dans votre PPL. C'est-à-dire l'obligation, disent-ils, derrière peut-être ce que vous appelez incitation, de faire de la permanence tout le temps, quoi. Alors qu'ils sont, disent-ils, j'essaye de défendre la position qu'ils ont et vous allez répondre. Non, mais quand vous dites les médecins, c'est quels médecins? Parce qu'il y a beaucoup de médecins qui comprennent complètement que dans le système actuel, on ne peut plus vivre comme on vivait il y a quelques années. Et il y a beaucoup de médecins, et pas qu'à l'hôpital, dans beaucoup d'établissements privés, il y a les 40% de généralistes qui font déjà de la permanence des soins. Tous ces gens-là, ils ne sont pas à convaincre que ces lignes-là, elles ont à bouger. Et on part d'un postulat politique qui est fort, qui est un engagement du président de la République, qu'il a redit début janvier à ses vœux au personnel de santé, qu'il a réitéré à chaque fois qu'il parle du sujet de santé, c'est que aujourd'hui pour demain, la permanence des soins doit être l'affaire de l'ensemble des soignants. On ne peut plus, dans un système financé par la solidarité nationale, être professionnel de santé dans un moment de pénurie de soignants et s'abstraire de certaines, de ce que la nation attend aussi de son organisation et de ses professionnels, c'est-à-dire répondre à la question de l'organisation des soins. Ça ne veut pas dire mettre tout le monde la nuit avec la lumière dans les cabinets de ville, ça n'a rien à voir. La nuit profonde, il y a les hôpitaux pour ça. Mais c'est pas ça, c'est simplement à des moments où effectivement, des moments de début de soirée, de week-end, de jours fériés, etc., pouvoir organiser, comme on le fait en France pour tout un tas de professions, depuis les boulangers jusqu'aux pharmaciens, assurer une certaine permanence de l'accès aux soins. Pourquoi vous avez tant de mal à faire passer ce message? Je ne suis pas le seul à avoir tant de mal à faire passer le message. Tous ceux qui portent ce message ont visiblement du mal. Mais là aussi, vous parlez de qui quand vous dites tant de mal? Des médecins, des syndicats, de médecins libéraux. Voilà. Celles et ceux qui n'ont pas signé la convention médicale, oui, par exemple. Écoutez, oui, mais aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que les lignes bougent énormément et je pense que vouloir se figer dans un système tel qu'on l'a connu ces 15, 20, 30 dernières années,
c'est sans doute être obligé à terme de se voir arriver des évolutions de manière obligatoire. Ce sont des menaces, ça? Non, ce n'est pas des menaces. C'est qu'il y a aujourd'hui une attente de la nation qui est en train de changer et un système qui doit la prendre en compte. Si ça passera par d'autres voies que la voie conventionnelle, ça sera dommage, parce que ce sera un coup de canif au système conventionnel et moi je ne le souhaite pas. Mais néanmoins, la nation a des attentes vis-à-vis de ces professionnels qu'il considère, non pas qu'il les finance directement, je connais l'argument, mais enfin en tout cas dans un système qui est quand même solvabilisé par la contribution nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors déjà, beaucoup de plaisir à recevoir Frédéric Valletoux, parce que c'est vrai que pendant 11 ans, on s'est challengé sur de nombreux plateaux télé, radio, presse interposée, avec toujours beaucoup d'affection, mais quand même avec une volonté de défendre, c'est vrai, nos particularités. Et on s'est retrouvé, ou du moins sur un nombre important de sujets, sur celui des devoirs, des contraintes et des patients. Ça dessus, on a vraiment la pluralité, bien sûr, et on a vraiment porté des beaux dossiers ensemble. Sur la PPL Valletoux, nous, on y est favorable. On y est favorable avec, bien sûr, quelques compléments sur la complémentarité du secteur privé et sur cette permanence des soins. Alors moi, je vais parler de la permanence des soins en établissement. Je ne parle pas de la ville parce que je ne suis pas en charge de la ville. En établissement, je pense que nos médecins sont prêts à intégrer cette PDS-ES, c'est ce qu'on appelle, parce qu'ils le font déjà. Ils sont déjà de garde, d'astreinte pour la continuité des soins de leurs malades. Donc ils peuvent très bien intégrer cette permanence des soins et nous devons le faire sous l'égide de la DGOS qui va lancer les appels à projets. Appels à projets. Donc c'est-à-dire qu'on devra répondre sur tel territoire, parce que de dire que chaque clinique doit participer à cette permanence, ça n'a pas de sens. Parce que certaines ne sont pas structurées, certaines ne font pas d'activité d'urgence. Donc il faut que l'on puisse avoir des appels à projets et que sur chaque territoire, c'est ce que vous disiez, que ce soit le territoire qui se connaît parfaitement, dise voilà, là il y a l'hôpital, la clinique, qui fait quoi, on le fait. Spécialité par spécialité, par contre, il faut que nos médecins restent dans nos établissements. D'imaginer que le médecin va pouvoir, s'il est chirurgien dans une clinique A, aller à l'hôpital B, ce ne sera pas possible, ou dans une clinique C, ce ne sera pas possible. Il doit rester dans ses murs, dans ses locaux, et on doit pouvoir être en capacité de faire en sorte que le choix, et s'il y a du choix et bien sûr une rémunération, mais c'est prévu, ce sera accueilli très favorablement, très favorablement. Quand même un commentaire sur vos confrères et consoeurs libéraux. Ils sont en phase d'attente. D'abord, ils ont besoin de reconnaissance. Je prends l'exemple des urgentistes. La mission flash du ministre Braun l'année dernière sur la rémunération des nuits a été effective juillet, août, septembre. Ils ne sont plus payés depuis le 1er octobre parce qu'il n'y a pas eu de contrat qui a été signé avec les ARS et les caisses primaires, alors qu'on leur doit cette somme-là. Donc, bien sûr qu'il y a une attente, bien sûr qu'il y a un peu de déception et de se dire on nous prend un peu pour des jambons. Permettez-moi de passer cette expression. Donc il faut aussi rétablir la confiance. Il faut que les engagements qui sont pris par le ministre soient tenus par ces services. Je n'ai pas de doute sur les engagements du ministre, mais il faut que ces services puissent être en mesure d'avoir l'opérabilité de la rémunération. Je lisais une tribune récemment sortie chez un de nos confrères, Egora. Le texte de Frédéric Valletoux est un déni de notre liberté d'exercice. Qu'est-ce que vous dites à cela? Je ne sais pas qui a signé cette tribune, mais un médecin. Dont Jérôme Marty. Ah oui, d'accord. Oui, donc, ok. Non, mais malheureusement, aujourd'hui, la représentation syndicale dans le monde médical est traversée de courants qui parfois lui font quitter les rives de la modération et de l'esprit constructif pour aller vers les rives de la radicalité, sans doute parce qu'ils ont l'impression que c'est en étant radicaux, je ne vais pas dire caricaturaux, mais en étant radicaux qu'ils vont pouvoir, un, se faire entendre, et deux, peut-être, tuer aussi une concurrence que l'on voit apparaître à travers un certain nombre de collectifs. Et le champ du syndicat médical n'est pas, de ce point de vue-là, décorrélé de ce que vit le monde syndical en général, où il y a des mouvements de protestation spontanés à travers les réseaux sociaux qui émergent et qui finalement bousculent aussi certains syndicats bien installés. Les menaces de déconventionnement, vous n'y croyez pas? Non. Mais regardez, Jérôme Marty, ça fait des mois qu'il promet qu'il va se déconventionner lui-même. Il est toujours conventionné. Peut-être qu'il devrait commencer par lui.
Oui, je pense que les médecins sont attachés au conventionnement et puis d'être hors convention quand même, il y a un reste à charge pour les patientèles qui sont compliquées. Je pense qu'il faut faire attention parce que la PPL de M. Valtou ne parle pas de coercition. Mais attention parce que le paysage, vous en parliez tout à l'heure, le paysage de l'Assemblée nationale a changé, le paysage politique a changé et je ne suis pas certain que s'il y avait un amendement qui portait la coercition par, je dirais, l'opposition, qu'il ne passe pas. Il faut faire attention. Cela étant, moi, ce que j'en lis, ce que j'en ai lu ou en assistant au débat à l'Assemblée nationale, c'est plutôt transpartisan. C'est pas un changement, c'est pas parce qu'il y a plus de gens aux extrêmes que le phénomène. La il y a beaucoup d'élus. La coercition beaucoup d'élus de d'installation tous les partis. est un vieux serpent de mer et il faut absolument l'éviter. Absolument l'éviter. Enfin, sur l'obligation d'installation. Je parlais de l'obligation d'installation. Oui, mais non, mais je répondais d'une boutade sur le déconventionnement. Mais moi, je n'y crois pas parce que je pense que d'abord, les médecins, les soignants sont attachés au système universel tel qu'on le connaît, profondément attachés. Ce sont des gens qui ont des valeurs. On ne s'investit pas dans des métiers qui sont exigeants, dans des études exigeantes et dans des métiers qui sont ensuite exigeants pour, comme ça, sans avoir profondément en soi à la fois des valeurs et la conviction du rôle et de la place qu'on a dans notre société. Donc à partir de là, le déconventionnement, c'est tourner le dos à ce système qu'on a bâti après-guerre et qui fonctionne et auquel les Français sont très attachés. Alors ça peut fonctionner pour quelques médecins, ça existe des médecins déconventionnés, il y en a quelques milliers en France, très peu. Peut-être qu'il va y avoir une petite poussée dans les prochains mois, mais je veux dire, ça sera toujours un phénomène totalement anecdotique, accessoire, et heureusement. Quelle est votre analyse ou votre jugement politique sur le fait que la Convention n'ait pas été signée dans un moment où il fallait effectivement les uns et les autres, enfin dans les tribunes on dit il faut que tout le monde se serre les coudes. Bon, puis, pas de Convention. C'est quand même un échec. Un échec de qui d'ailleurs? Un échec de tout le monde. Enfin, il y a pas de. C'est un échec de tout le monde. Moi, De vous, de la majorité des États. Vous savez, quand on est parlementaire, on est un peu en dehors on n'assiste à rien de la Convention. On lit la presse et on sait ce qui s'y passe. Oui, enfin, mais on n'est pas. Certains conventionnels ont dit que s'ils ne l'ont pas voté, c'est parce qu'il y avait la PPL RIS, la PPL Valtou. Bon. Moi, je crois qu'il faut aujourd'hui revenir à un moment où il faut calmer le jeu. Il faut arriver à ce que tout le monde se retrouve autour d'une future convention. Je crois qu'il y a une annonce de discussion qui vont démarrer en septembre. Il faut accepter aussi que dans une négociation, chacun fasse un pas l'un vers l'autre. Il faut sans doute que le gouvernement accepte de pousser plus loin, par exemple, la rémunération, la consultation et la reconnaissance de ce coût. Oui, moi, c'est quelque chose que je... Mais la contrepartie, c'est aussi la prise en compte de métiers où l'on est partie prenante de l'intérêt général. Je crois que c'est ça. Enfin, peut-être qu'on a poussé trop loin chez certains syndicalistes cette idée qu'on est d'abord des libéraux et uniquement des libéraux. Non. On est bien sûr dans une fonction, juridiquement on est libéral, mais on est quand même en lien avec, j'allais dire, un système de financement qui n'est pas, renvoie pas aux modèles libéraux tels qu'on le connaît dans d'autres professions. Et qu'à partir de là, il y a des missions d'intérêt général que l'on doit s'efforcer de participer à mettre en œuvre. Oui, ça vous touche, ça vous intéresse? Ça me touche en premier chef parce que je rêve d'un service public de santé et dans lequel nous serions totalement associés. Un service public au profit des patients, le privé avec le public pour faire en sorte qu'on soit totalement complémentaire avec la médecine de ville, bien évidemment. Bien sûr, ça me touche parce que les missions de service public, c'est un de mes combats depuis maintenant plus de 20 ans pour qu'on soit pleinement associés. On prend en charge des patients, on prend en charge du public, on est service public par définition. On est conventionné, il n'y a pas de reste à charge en urgence. Donc voilà, qu'on soit enfin reconnu. Qu'est-ce que vous répondez aux médecins? Pourquoi les médecins disent qu'ils ne veulent pas tous, bon d'accord, mais enfin, simplifions, je ne veux pas prendre de responsabilité collective? Voilà, je veux bien me mettre en garde de parler pour les syndicats médicaux. Ils sont suffisamment nombreux et suffisamment bruyants. Et vous? Je pense qu'on est dans une période où ils sont dans la surenchère. Regardez l'évolution de la représentation syndicale depuis quelques années. Aujourd'hui, autour de la table, il y a des syndicats qui n'existaient pas, en tout cas de manière... qui ne recevaient pas suffisamment d'audience pour participer aux négociations nationales et qui aujourd'hui sont là, qui portent des discours très radicaux. Il y a des collectifs qui sont en dehors de la table, mais qui poussent derrière aussi. Il y a un état d'esprit général qui fait que on va vers des discours qui sont parfois excessifs et caricaturaux.
heureusement, il y a des gens de bonne volonté dans des grands syndicats et qui gardent la capacité à discuter. Moi, il y a eu un moment de crise, mais les moments de crise, ça n'est que des moments de crise. Ça ne dure jamais. Et donc, il y a un moment, après la crise, vient la nécessité de s'apaiser, de s'asseoir autour de la table et de rediscuter. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde en a envie. Et le gouvernement, et l'assurance maladie, et surtout les syndicats de médecins, les plus constructifs en tout cas. Votre loi va régler le problème des déserts médicaux? Non. Alors pourquoi vous la faites? Parce qu'aucune loi ne réglera du jour au lendemain le problème des déserts médicaux. Donc, je ne sais pas répondre à ça. Non, c'est vous aimeriez faire une série... grande loi? Mais ça sert à... Enfin, c'est pas... Il y a une sous-question à la question. C'est pas parce que la loi serait grande qu'elle serait plus efficace. Alors là, non, mais je voulais savoir si vous aimeriez faire une très grande loi de santé. Non, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est d'essayer d'accélérer cette confiance que l'on doit faire aux acteurs de terrain et finalement d'espérer, de se dire que à force d'attendre des grandes lois magiques qui régleraient du jour au lendemain les choses, on l'a vécu avec Touraine, on l'a vécu sous d'autres époques, on l'a vécu avec Bachelot et on peut remonter loin dans le temps comme ça, et qui au final font bouger des lignes, mais je veux dire ne changent pas du jour au lendemain les choses. Il faut peut-être essayer, ce qu'on n'a pas réussi à le faire au niveau national, essayer de libérer les acteurs de terrain. Moi, je suis un profondément décentralisateur et je crois profondément dans l'initiative locale, à condition effectivement que l'État sache jouer son rôle, c'est-à-dire de donner des règles qui soient claires, de donner surtout des objectifs qui soient clairs, de laisser faire les acteurs de terrain dans leur organisation, la manière dont ils répondent, et après, quitte à les accompagner dans l'évaluation de l'efficacité de ce qui a été mis en œuvre. En santé, vous êtes un décentralisateur. Ça veut dire quoi? Eh bien, décentralisateur, ça veut dire faire confiance aux gens au niveau où ils exercent. C'est le principe de subsidiarité. Mais pour ça, il faut avoir un État qui sait où il habite. Il habite dans la définition des objectifs et il habite à la sortie, dans l'accompagnement à l'évaluation, pour voir effectivement que les choses mises en place localement sont pertinentes. Il y en a d'autres dans la majorité de décentralisateurs comme vous pour la santé? Vous êtes le seul? Oui, il y a un monsieur qui s'appelle Emmanuel Macron, qui est président de la République et qui c'est un dit... décentralisateur. En tout cas, pour le système de santé, il pense exactement cela. Et c'est pas lui qui pense comme moi, c'est moi qui pense comme lui. Mais il porte, en tout cas depuis longtemps, il l'a dit déjà dans Ma Santé 2022. Ça a été une première avancée. Il n'y avait pas tout dans Ma Santé 2022. Il veut pousser les feux beaucoup plus loin. Et l'idée, c'est effectivement d'accepter que l'État ne soit pas là pour gérer le système de santé du début jusqu'à la fin et être au-dessus de l'épaule de tous les professionnels pour leur dire faut faire ci, faut faire ça, mais au contraire de libérer un peu les initiatives. C'est un décentralisateur, Emmanuel Macron, pour vous? Oui, là aussi, je ferai joker. Par contre, moi, je suis pour la décentralisation. J'aurais essayé, mais il faut que les administrations régionales aient les capacités de mettre en œuvre, et ça, on le voit sur la réforme des urgences, c'est compliqué pour les agences régionales de santé d'appliquer de manière unilatérale tout ce qui se décide sur Paris en l'adaptant sur le terrain. Voilà, c'est compliqué. Ils ne sont pas encore formés pour ça, et on a des gros problèmes, nous, de fonctionnement à ce niveau-là. Est-ce que ça veut dire que dans la France d'aujourd'hui, on ne peut réformer que par des lois comme les vôtres? Je n'ai pas dit des petites lois, mais enfin, c'est vous-même qui dites que ce sont des lois qui sont très cadrées dans le fond, et on ne pourra plus gouverner, on ne peut pas gouverner avec des grandes lois qui donnent de grandes orientations politiques. Il y a quand même eu de grandes lois. Je ne fais pas référence à Debré. Je ne sais pas si c'est dans la France d'aujourd'hui, mais disons que dans le contexte politique actuel, et la majorité très relative qu'il y a à l'Assemblée nationale, tout cela doit conduire effectivement à ce que d'abord, l'initiative parlementaire ait plus de place que dans les habitudes qu'on a prises sous la Ve République, où on était quand même... le gouvernement gouvernait et faisait légiférer tel que bon lui semblait nécessaire. Là, aujourd'hui, effectivement, il y a des équilibres politiques à rechercher qui sont nouveaux et qui obligent à discuter. Pour être très concret, sur la proposition de loi que je porte, modeste parce qu'elle n'a qu'une dizaine d'articles, modeste parce qu'elle ne promettra jamais de résoudre les problèmes des déserts médicaux dès son adoption. On va chercher des majorités qui sont plus larges. Ça veut dire qu'on est capable d'accepter des compromis, des idées que l'on ne porte pas spontanément. Voilà, ça s'appelle ce que font plein de pays dans le monde. Ça s'appelle la recherche de compromis qui visent à l'intérêt général. Est-ce que vous seriez prêt, dans votre loi, à réintroduire la notion de convergence tarifaire? Alors, non. Parce que, et là, c'est
C'est un artifice de procédure parce que comme une proposition de loi ne peut pas, quitte sinon au risque d'être irrecevable au titre de l'article 40, ne peut pas provoquer de nouvelles dépenses. Et si on fait la convergence tarifaire, les budgétaires vont dire oui non mais ça va coûter des sous donc ça vous regarde pas. Les sous c'est la loi et c'est le gouvernement. C'est un vieux combat que nous avons avec M. Valtou. Je crois qu'il le savait quand même. Je savais. Bien, écoutez, sur les 10 lois, sur les 10 articles de votre loi, il y a d'autres choses. Hein. Il y a oui, alors interdiction de l'intérim en début de carrière, bon, permanence des soins pour tous les professionnels. Ça, c'est déjà passé. Non, pas du tout. Enfin, en début de carrière. Oui, c'est pas passé. Non, c'est très bien. Non, ça n'existe pas. Non, c'est pas passé du tout. Il y a eu, ça a été retoqué. Non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Vous êtes impatient, mais elle n'est pas votée encore. Elle n'est même pas encore discutée, cette proposition de loi. Donc, non, il y a d'autres choses. Il y a aussi un système d'accélération de l'intégration des médecins à diplôme étranger, hors Union européenne, pardon. Oui. On vous accuse de vider les pays limitrophes. Non, c'est pas vider les pays limitrophes, c'est faciliter l'arrivée de toute façon de médecins qui arrivent. Voilà. D'accord. Ça, c'est sur les PADU. Qu'on puisse les former nous aussi. Il y a des mesures sur l'hôpital aussi, concernant les groupements hospitaliers de territoire, concernant la gouvernance hospitalière. Enfin bon, il y a une série de mesures. Je pense qu'en 10 articles, il y a quand même quelques mesures. Il y a aussi un petit peu le contrôle des comptes des cliniques. Oui, mais ça, c'est très bien. Oui, mais ce serait bien qu'il y ait le contrôle des comptes des hôpitaux. Mais le contrôle des comptes des hôpitaux, il existe déjà, c'est de l'argent public. Il y a sur le bon usage, le bon usage. Ah non, mais ça, c'est pas un contrôle en opportunité. C'est un contrôle. Mais je pense que c'est très bien pour le monde des cliniques, parce que là aussi, en termes d'image, ça montrera qu'effectivement, il n'y a pas d'argent caché. Mais c'est déjà le cas. Mais bien sûr, c'est déjà le cas. Publie nos comptes. C'est déjà le cas. Et c'est pour ça que cette mesure, elle ne gêne personne. Et je ne pense pas qu'elle gêne la fédération hospitalière. On s'y opposera pas, non. Voilà. Je pense que c'est une mesure d'équité. C'est une mesure qui a été prise. Donc, grosso modo, ça devrait passer ? Oui. Enfin, le texte ou cette mesure ? L'ensemble de votre texte. J'espère, oui, j'espère. Avec sans doute des amendements Mais oui, j'espère, oui. Je le sens bien, moi. Bon, et c'est le calendrier, c'est quand ? 12 juin à l'Assemblée nationale et normalement début juillet au Sénat. Et vous le sentez bien ? Et donc, tout ça sera une affaire réglée au moment des vacances d'été. Donc, on se reverra à ce moment-là. Merci Frédéric Valtou d'être venu nous voir.